Bonjour Dominique de Villepin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes ancien Premier ministre de Jacques Chirac. Hier, nouvelle manifestation de soutien au peuple palestinien, une manifestation qui n'avait pas été interdite et qui s'est globalement déroulée dans le calme. Mais le gouvernement avait mis le paquet. Il y avait 1170 policiers, un policier pour 15 manifestants. Est-ce qu'il faut désormais à ce point contrôler pour éviter les débordements ? C'est la responsabilité de l'État que d'assurer le respect des droits. Et le droit d'exprimer son opinion, le droit de manifester en est un. Donc il est normal que les manifestations soient encadrées. Cela fait partie des exigences républicaines dans un pays comme le nôtre. Et puis nous sommes instruits par ce qui s'est passé il y a quelques jours. Les débordements lors de certaines manifestations, nous ne pouvons pas accepter un déferlement de haine, un déferlement de violence, d'intolérance, comme cela s'est exprimé dans les rues de Paris ou de Sarcelles. Vous estimez du coup que le gouvernement a plutôt finalement bien géré, contrôlé, vous le soutenez en tout cas dans sa fermeté face à certaines des manifestations qui n'ont pas été autorisées? La fermeté est indispensable. Et en même temps, il faut garder à l'esprit, c'est la République, toute la République, et rien que la République qui doit prévaloir. Donc nous devons faire respecter l'état de droit, nous devons marquer la fermeté dans le respect des règles républicaines. Quand il y a des entorses, quand il y a des actes qui sont inacceptables, les actes, les paroles antisémites qui ont été émises, eh bien il faut réagir. Mais j'aimerais que l'on prenne conscience de l'enjeu derrière tout ça. C'est quoi l'enjeu pour vous? Alors il y a bien sûr les actes antisémites, les paroles antisémites qui sont inacceptables, comme les actes islamophobes, oui. Quand ils sont commis, peuvent être inacceptables. Mais il y a derrière tout cela un enjeu important qui est celui de la France, notre vouloir vivre ensemble. Comment est-ce qu'il est cassé aujourd'hui? Eh bien, il est menacé. Il est menacé et il faut prendre conscience qu'il y a un rêve extrémiste dans notre pays. Il y a un rêve d'une certaine extrême droite, d'une certaine extrême gauche qui s'exprime. Qui se rejoignent et qui s'expriment à l'occasion de ces manifestations. C'est le rêve d'emprisonner chacun dans son identité. Faire en sorte que le juif reste juif, le musulman soit musulman, le blanc blanc, le noir noir, chacun emprisonné ainsi dans son identité, avec la volonté de stigmatiser les musulmans de France, parce qu'il y a là un levier pour l'action future qui évidemment peut constituer pour eux un intérêt majeur. Vous dites qu'il y a un levier, c'est un levier de la part de qui? Les théoriciens, on cite souvent Alain Soral, un certain nombre, ou certains humoristes, un certain nombre de groupuscules. Vous pensez aussi à des partis politiques? Des groupuscules qui sont plus ou moins identifiés, mais qui veulent ainsi stigmatiser ces musulmans de France, les faire réagir, les radicaliser, et on voit bien à terme créer un véritable problème au sein de la nation française avec une surenchère dans l'affrontement des communautés, une guerre identitaire. Et bien justement, notre réponse, elle est à mon avis double. Nous avons deux remparts. Le premier... Quand vous dites nous, vous dites la France? Nous tous, chacun d'entre nous, chacun avec sa conscience, avec son exigence citoyenne. Le premier rempart, c'est la République. Et la République, c'est chacun d'entre nous. C'est bien sûr l'État, le gouvernement, mais c'est aussi chacun d'entre nous. Par notre refus de rester indifférent, résigné par rapport à ces actes, par rapport à ces paroles. Premier rempart, la République. Toute la République, je l'ai dit, faire respecter les règles, faire respecter la loi, être ferme dans cette exigence républicaine. Il y a un deuxième rempart qui a toujours été extrêmement puissant en France, c'est la politique étrangère de la France. C'est notre diplomatie. Si nous voulons éviter que ne soit importé en France des conflits extérieurs comme le conflit du Proche-Orient, eh bien nous devons être fidèles à la vocation de la France. De ce point de vue-là, est-ce que certains estiment que François Hollande a été au mieux maladroit lorsqu'il a fait son premier communiqué au début du conflit et qu'il avait exprimé, je cite, la solidarité de la France face aux tirs de roquettes en provenance de Gaza, et qu'il avait ajouté « Il appartient au gouvernement israélien de prendre toutes les mesures pour protéger sa population face aux menaces ». Est-ce que c'était maladroit ? Je crois que cela ne satisfaisait pas tout à fait à ce qu'on appelle l'exigence d'équilibre de la diplomatie française. C'était donc une erreur. Je ne suis pas là pour donner des bons ou de mauvais points. Je crois depuis les choses ont été corrigées et rééquilibrées en quelque sorte. Et ce qui est important, c'est que les choses soient dites. Politique d'équilibre, c'est une nécessité, mais politique d'équilibre qui ne doit pas nous faire oublier, à nous Français, que nous partons au Proche-Orient d'une situation de déséquilibre. Il y a d'un côté un État, Israël, qui aujourd'hui certes vit dans la peur, vit dans l'insécurité, oui, mais qui est un État
constitué et qui a les moyens d'assurer à sa population sa propre sécurité. Et face à lui, il y a un peuple qui n'a pas de terre et qui n'a pas d'espoir. Donc il y a un déséquilibre dans cette région qui doit être pris en compte. Il y a un deuxième déséquilibre. C'est la disproportion de la réponse d'Israël face à ce qui se passe. Vous estimez que la réponse d'Israël n'est pas proportionnée? Regardons les choses de façon très simple, et je crois qu'il faut le faire sans polémique. Nous avons d'un côté près de 700, pour l'essentiel des civils, qui ont été tués au cours des dernières semaines. De l'autre, et c'est malheureux, parce qu'il faut aussi marquer la responsabilité du Hamas, une trentaine de soldats israéliens. Est-ce que l'emploi de la force, à ce point, est justifié? Je crois qu'il faut sortir de ce cercle vicieux. Et il est important... Mais cette voix qu'on entend, que vous exprimez ce matin, où on entend bien que vous voulez aussi prendre en compte particulièrement la souffrance du peuple palestinien. Est-ce que vous estimez que cette voix-là, qui était la voix de Jacques Chirac, qui était la voix de Mitterrand, est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, cette théorie, cette doctrine a changé ou elle a dérivé? Je crois que la réalité, c'est que l'exigence d'équilibre n'est pas suffisamment exprimée, mais surtout l'exigence d'initiative. Parce que ce qui est le plus protecteur... Aujourd'hui, le gouvernement n'a pas suffisamment d'initiative, n'est pas suffisamment à la manœuvre? Aujourd'hui, la voix de la France ne se fait pas suffisamment entendre. La France, elle a une double vocation. Bien sûr, dire les choses. Et c'est important, vous savez, la parole en matière de diplomatie. Oui. Il faut dire à Israël, nous sommes amis des Israéliens, amis d'Israël. Nous sommes garants de la sécurité d'Israël. Mais en même temps, il y a une exigence, c'est de faire sortir cette région de la guerre dans laquelle elle est enfermée. Et nous savons tous qu'on peut surenchérir, on peut faire un dôme de fer, on peut faire une barrière de sécurité, on peut multiplier les implantations dans les colonies en contravention avec les règles internationales. Cela ne fait pas progresser la paix. Cela ne répond pas à l'attente de sécurité des Israéliens. Alors la vraie question, c'est comment faire. Alors je l'ai dit, dire les choses aux Israéliens, mais dire les choses aussi à ceux qui... Laurent Fabius s'est rendu sur place à la fin de la semaine dernière, ce week-end, c'était pas suffisant? Donc dire les choses aux Israéliens, dire les choses aussi à ceux qui participent de la déstabilisation de cette région, et c'est vrai d'un certain nombre de monarchies du Golfe, qui ont d'un côté une attitude qui se veut conciliante, de l'autre côté qui arme un certain nombre de terroristes. Donc il faut dénoncer l'hypocrisie quand elle existe, mais il faut agir. Et je crois que nous devons prendre conscience que d'un côté, les négociations de paix entre les deux parties, israéliens et palestiniens, ont échoué tout au long des dernières décennies. Donc on passe à quoi, si ça a toujours échoué? D'un autre côté, les plans de paix proposés par les États-Unis, qui sont en quelque sorte les parrains de cette région et les garants, les meilleurs garants vis-à-vis d'Israël de sa propre sécurité, n'ont pas été capables d'aboutir, et les navettes de John Kerry l'ont montré. Donc il ne reste qu'une option. Et c'est là où la diplomatie doit s'accrocher à ce qui est possible. Laquelle? C'est celle d'un plan de paix imposé par la communauté internationale, et nous en sommes là. On n'en discute plus, on l'impose. Il faut que ce plan de paix soit imposé. En l'absence de la capacité des partis, imposons ce plan de paix. Et quelle est donc, à partir de là, la solution? Eh bien, un mandat des Nations Unies sur la Palestine. Que la communauté internationale assume sa responsabilité vis-à-vis de ce territoire. Un plan, à partir de là, pourrait être fait. Une administration intérimaire, avec le déploiement de casques bleus. Ce serait sans doute la mission la plus difficile pour ces casques bleus. Mais si cela vaut la peine, si cela vaut la peine de donner sa vie pour quelque chose, eh bien voilà un enjeu qui le mérite. Deuxièmement, il faut, au-delà du déploiement d'un certain nombre de casques bleus dans cette région, créer des zones humanitaires protégées. Il faut, à partir de là, reprendre le dialogue interpalestinien et aller vers de nouvelles élections pour sortir de cette spirale d'affrontement entre le Hamas et le Fatah. Il faut relancer le processus de paix avec une conférence internationale. Il faut établir une justice sur ces territoires. Voilà ce que et de ce point de vue-là, je suis pour l'adhésion à la Cour pénale internationale de la Palestine, ce qui permettrait de dénoncer les crimes contre l'humanité qui sont commis sur ces territoires quand ils sont commis. Et bien sûr, un plan de reconstruction économique. Je pense que le rôle de la France, c'est en permanence, non pas de prendre des initiatives que l'on sait vouées à l'échec d'avance, parce que le cessez-le-feu qui est aujourd'hui négocié par John Kerry et par d'autres... Pour vous, c'est l'hypocrisie. Mais surtout, c'est nécessaire. Mais nous savons qu'Israël ira jusqu'au bout du plan qu'il mène aujourd'hui dans ces territoires, et je comprends qu'Israël veuille boucher l'ensemble des corridors, des tunnels qui aujourd'hui menacent sa sécurité, mais
ce n'est pas en surenchérissant sur sa sécurité qu'on obtient plus de sécurité. Et là, il faut rappeler un point important parce qu'il nous concerne tous. Okay. Nous sommes dans un monde où il y a deux logiques à l'œuvre. Il y a une logique de force. On croit que c'est en faisant la guerre à son ennemi qu'on règle les problèmes. Cela fait 13 ou 14 ans, depuis l'Afghanistan, que cela échoue systématiquement. L'emploi de la force par les extrémistes, comme par les Occidentaux, comme aujourd'hui par Israël, est voué à l'échec. La deuxième chose, c'est que nous sommes dans un monde qui est obsédé par la pureté identitaire. La bataille de l'identité, la guerre identitaire est en marche, c'est-à-dire qu'on veut purifier les territoires. Quand on voit la situation des minorités au Moyen-Orient, ce qui se passe pour les chrétiens d'Irak, tout cela. Là-dessus, justement, Laurent Fabius, hier, aux questions au gouvernement, a dit « Nous rappelons que sur cette question des chrétiens d'Orient, c'est une question qui doit nous mobiliser. » Mais oui, mais c'est pas grand-chose, ça. C'est là où la diplomatie française, elle doit ne pas se contenter de paroles en l'air. Il y a des paroles qui sont des actes, et c'est bien qu'en conscience la diplomatie française rappelle son attachement à la défense des minorités comme les. C'est un minimum, mais il faut derrière qu'on se mobilise. Alors parfois la diplomatie le fait secrètement parce qu'il y a des exigences propres à cette diplomatie, mais il faut être capable de prendre des risques et de mobiliser avec nous. C'est là où nous avons besoin de l'Europe, qu'il y ait une initiative des Européens vis-à-vis des chrétiens d'Irak, qu'il y ait des initiatives européennes pour appuyer les initiatives de la diplomatie française. Bien sûr, cela fait partie des nécessités. Dominique de Villepin, revenons en France. Aujourd'hui, on apprend tout sur les députés. Ce matin, il y a déclaration d'intérêt, leurs activités, leur argent, ce que font leurs épouses. Cette transparence, est-ce que pour vous, c'est un progrès ou un recul? C'est un progrès, sachant que plus vous faites un effort de transparence, plus l'obscurité apparaît ailleurs. Vous savez, c'est l'ombre et la lumière, c'est un mouvement. C'est juste ça la déplace, quoi. Je crois que ça fait partie du mouvement de nos sociétés. C'est pas très optimiste. Mais il ne faut pas être dupe. L'ingéniosité humaine, l'imagination humaine, l'art du jeu fiscal. Donc en fait, là aussi, c'est de l'hypocrisie. Non, ça fait partie de l'époque. Aujourd'hui, il est de bon ton de dire que l'on met tout sur la table. Et chaque fois qu'on regarde d'un peu plus près, on se rend compte que la part cachée reste importante. Vous faites quoi pour la France aujourd'hui, vous ? Je suis devant vous et j'essaye d'avancer un certain nombre d'idées, de multiplier un certain nombre de rencontres, de travailler sur la scène internationale, toujours avec l'idée que la France mérite d'être défendue. La France a une vocation, la France a une voix, et quand je m'exprime un peu partout sur la scène mondiale, c'est aussi pour défendre cette image de la France. Quand vous aviez quitté la course à la présidentielle en 2012, vous avez dit « Mon engagement pour la France reste intact ». Vous aviez quitté l'UMP un peu avant, en 2011. Est-ce que vous pourriez y revenir ? Oui, le choix d'un parti politique dépend très largement des circonstances et des convictions que ce parti peut afficher. C'est pas exclu avec un engagement très fort de ma part, c'est que je ne veux pas de poste. Je ne veux pas de responsabilité spécifique dans un univers partisan. C'est pas mon tempérament, je ne l'ai jamais fait, je n'ai pas de goût pour ça, je n'ai pas de talent pour ça. Quelle pourrait du coup être votre fonction, votre ce que je fais devant vous, je crois que nous avons besoin en conscience, oui, mais une parole qui vaut des actes. Vous savez, faire avancer des idées sur la scène internationale, permettre des rapprochements. Aux actes, est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faut prendre des responsabilités ? Ou en reprendre? Vous savez, être l'aiguillon, être le stimulant, être proposant sur un certain nombre de crises, de conflits, contribuer à faire bouger les idées, faire bouger les lignes. La principale difficulté, et donc le principal enjeu pour notre pays, c'est aujourd'hui de se remettre en marche. Nous sommes un pays arrêté. Et tout pays arrêté prend le risque de tomber. Et donc il faut retrouver des idées, il faut retrouver un projet, il faut retrouver un rêve Votre famille politique, la droite, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui elle peut en retrouver un? Vous avez dit que Nicolas Sarkozy faisait partie, je cite, des très rares qui aujourd'hui ont la capacité de rassembler à droite. Ça c'était un peu avant qu'il soit mis en examen. Est-ce qu'aujourd'hui vous estimez qu'il a toujours cette capacité? Oui, vous savez, les talents restent des talents. Et je l'avais dit pour Alain Juppé, je l'ai dit pour Nicolas Sarkozy, je le crois. Et plus que jamais, l'UMP aujourd'hui a le devoir d'assumer sa tâche et d'assumer son rôle. Nous voyons qu'une opposition en ordre dispersé, qu'une opposition non proposante, eh bien c'est un coup pour la démocratie française. Je pense que le gouvernement serait sans doute meilleur qu'il ne l'est s'il était davantage stimulé, s'il y avait une capacité à proposer plus fortement de la part de l'opposition. Pourquoi vous soutenez Nicolas Sarkozy aujourd'hui ?
Non, je soutiens tous les talents. Vous imaginez au sein bien que votre de l'UMP. soutien a un poids particulier après les conflits qui vous ont opposés l'un l'autre. Bien sûr, mais alors ça, c'est une démarche que j'assume et que je revendique. C'est important pour les Français de montrer qu'il n'y a rien de plus important que le combat commun pour notre pays. Vous savez, les rivalités personnelles dans notre époque et au vu de l'actualité qui est la nôtre sont ridicules et dérisoires. Et ce que j'aimerais, c'est que cette démarche, qui est celle justement d'avancer sans rancœur, sans amertume, soit emportée. J'ai été marqué. Vous n'avez plus de rancœur, plus d'amertume. Et j'ai été marqué, parce que vous savez, on doit beaucoup aux anciens, il faut parfois le dire. J'ai été très marqué par la démarche de quelqu'un dont je suis proche familialement, qu'était Jacques Chaban-Delmas. Voilà quelqu'un qui a supporté un certain nombre d'avanies, y compris d'ailleurs de gens que j'aime beaucoup, comme Jacques Chirac, et qui a été capable de tendre la main et d'avancer. Je crois que c'est une leçon pour nous tous. Donc aujourd'hui, c'est ça votre modèle, Jacques Chaban-Delmas. Jacques Chaban-Delmas, comme beaucoup d'autres dans l'histoire de France. Mais en tout cas, c'est mon devoir. Les petites querelles personnelles qui sont les miennes n'intéressent personne. Ça, pour le coup, c'est plutôt une preuve d'optimisme, de pouvoir les dépasser. Merci infiniment, en tout cas, d'avoir été notre invité. Merci. Merci.